Mais moi, j'ai fait cette boîte, c'est une boîte de rêve, de mes rêves, et c'est une boîte internationale, mais je n'avais qu'une envie, c'est d'aller à l'international. Et en fait, c'est toujours pareil, quand t'aimes faire quelque chose, quand t'as envie de le faire, eh ben t'es 10 fois meilleur, tu vois. Si on m'avait demandé, par exemple, d'attaquer l'international en disant, bah tiens, tu vas attaquer l'Allemagne et l'Angleterre, parce que c'est des pays avec plus de sous, eh bien, j'y serais allé à reculons. Et donc, j'imagine que ça aurait moins bien marché. Dans ce nouvel épisode de Papa Maman J'ai tout explosé, nous sommes en compagnie de Wilfried Granier, le CEO et fondateur de Superprof. Du chinois à la batterie, en passant par les mathématiques, Superprof, c'est la marketplace qui te met en relation avec le professeur idéal. Mais plus qu'une marketplace, Superprof, c'est surtout un exemple de SEO, d'exécution et de croissance externe. Tout ça drivé par un CEO passionné qui cherche réellement à révolutionner son domaine d'activité. Je te laisse découvrir cet échange d'1 heure avec Wilfried, riche en informations, alors prépare ton carnet, un café et installe-toi confortablement. D'ailleurs, toi, du coup, grosse croissance SEO, du coup. Ouais, bah SEO, c'est un sujet très important pour nous. Ouais. Comment vous gérez ça? Vous gérez en interne? On a commencé le podcast ou pas? Ouais, enfin, le but, c'est que, ouais, ça... Non, mais que je dise que j'arrête de dire des conneries, du coup. Non, mais si tu dis tu peux dire tout ce que tu veux. Après, s'il y a des trucs que tu veux qu'on enlève, on coupera. Pas du tout. Ah non, je n'ai vraiment absolument aucun secret. Non, c'est juste que je vous réponds sérieusement. Alors, le SEO, effectivement, on a créé la boîte, en fait, autour du SEO. C'est-à-dire que moi, quand j'ai créé Superprof au début, je me suis pas dit, tiens, je vais créer... Alors, l'idée, c'était de créer une grande communauté de professeurs de qualité, un moteur de recherche, un espèce de Airbnb du prof particulier. Mais d'abord, si tu veux, j'ai conçu la plateforme pour Google. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on ait beaucoup de trafic, il fallait qu'on soit super bien positionné sur toutes les requêtes de mots-clés type cours 2, professeur 2, professeur particulier, apprendre à. Donc, j'ai construit Superprof autour du SEO, donc avec un super bon maillage interne, avec du super bon contenu, du contenu de qualité, et puis aller se référencer un peu partout, faire de l'échange de contenu pour avoir des liens, et puis surtout générer énormément de contenu sur toutes les thématiques, avec les cocons sémantiques. On a travaillé avec les grands référenceurs de la place. Et donc effectivement, bah, ça a bien pris parce qu'en fait, comme on a fait beaucoup de qualité, qu'on a aussi énormément incité nos professeurs, parce que les premiers rédacteurs, les premiers concepteurs, c'est nos professeurs. On a aujourd'hui un peu plus de 21 millions de professeurs. C'est 21 millions de personnes qui ont déposé une annonce. Et pour que l'annonce soit de qualité, bah, on a mis des contraintes rédactionnelles, c'est-à-dire un titre d'un minimum de mots, un titre qui n'est non dupliqué, un certain contenu. Enfin, ouais, on a expliqué à nos professeurs que il fallait vraiment avoir une annonce très fournie de très bonne qualité pour ensuite après les mettre dans des bonnes landings avec du contenu de qualité et puis ensuite après envoyer ça avec un bon maillage interne à notre ami Google pour qu'on fasse du référencement naturel et du trafic. Et et donc pendant 7 ans à peu près, on a fait que ça, à peu près que du référencement naturel pour trouver nos élèves. On n'a fait aucun marketing, on n'a jamais été payé 1 euro de pub ou d'ads En 7 ans. en 7 ans, et on a fait que du SEO. Donc, en fait, vous avez fait levier sur en fait, vos professeurs pour la création de leurs fiches, de leur contenu et tout, que vous avez référencé sur Google. Donc, il y a eu une première partie qui était ça. Effectivement, c'est nos premiers contributeurs. Mais en plus, à côté de ça, on a développé une expertise par pays où, par pays, en fait, on prenait des rédacteurs et on les faisait rédiger des articles sur des contenus très connexes aux cours particuliers. Par exemple, si on prend la guitare, eh bien, on se posait des questions sur, quelqu'un qui veut apprendre la guitare, qui cherche un prof de guitare, quelles sont les questions qu'il se pose? Par exemple, comment acheter ma première guitare? Comment me servir d'un médiator? Comment accorder ma guitare? Si je suis gaucher, comment jouer de la guitare? Toutes les questions que tu te poses quand tu veux apprendre, eh bien, on en a fait des fiches pratiques et en fait, on a fait un blog autour de l'apprentissage qui s'appelle Wheel of Prof. Et ce blog, en fait, par thématique, en fait, on va répondre aux 200 questions que se pose un internaute lorsqu'il veut un prof de guitare. Et donc, du coup, par exemple, si aujourd'hui tu cherches comment accorder ma guitare, il est très probable que tu tombes sur le blog de Superprof qui t'explique comment accorder sa guitare et qu'évidemment, entre les lignes, te dit, et en plus, si tu veux progresser une fois que tu sais accorder ta guitare, eh bien, pour jouer Starway to Heaven, on a le prof qu'il te faut dans ta région et tout ça. Tu vois, on a en plus rédigé beaucoup de contenu. Et il faudrait que je te donne les chiffres exacts, mais aujourd'hui, je crois qu'on est à peu près sur une production d'une trentaine de contenus par jour de 3000 mots à peu près. Ah ouais, une trentaine d'articles. Ouais. Ok. Ah, c'est fou. Non, c'est fou. Alors, il faut savoir que 30 articles, ça fait même moins de 1 par pays. Parce qu'aujourd'hui, on a 41 pays. Ouais. Et tout ça, c'est ce que je vous dis. Évidemment, on l'a fait d'abord pour la France, pour se chauffer, mais notre méthodologie, cette truc-là, on l'a décliné sur tous nos pays. Et
un des premiers trucs que fait les country managers quand ils lancent un nouveau pays, c'est de recruter effectivement des traducteurs ou des rédacteurs pour rédiger des contenus pour répondre aux idées des élèves. Et vous faites quand même du marketing? Ah, maintenant, oui. Ouais. Maintenant, depuis 2 ans. Mais t'as mis en fait, 7 ans à faire du paid. Ouais, j'ai mis 7 ans à faire du paid. Et au début, quand tu lances Superprof, donc en 2013, tu te dis, je vais faire du SEO, c'est long terme, ça met du temps. Ouais, c'est sûr. Donc, au bout de combien de temps tu génères de la croissance? Au bout de combien de temps tu commences à avoir vraiment la première traction? Alors, c'est très difficile à te répondre parce qu'en fait, on a eu la croissance dès le début. Mais pourquoi j'ai eu de la croissance dès le début? Parce que justement, je ne suis pas parti de rien. En fait, quand j'ai lancé Superprof, non seulement j'ai fait effectivement ce que je te disais, c'est-à-dire un site qui était dédié à Google, mais en plus, je me suis dit, si je lance sans contenu, il me faut des annonces en fait. Il me faut des annonces. Et donc, avant de lancer Superprof en août 2013, depuis la plage de Biarritz, je rachète 2 petits concurrents. Donc, je rachète coursparticulier.org, que je rachète quelques milliers d'euros à un enseignant à la retraite. Ça faisait 10 ans que le coursparticulier.org existait. Il avait à peu près une dizaine de milliers d'annonces. Et il avait un référencement pas nul parce que cours particulier, c'est un mot sémantique qui est parfait. Donc perfect match. Et du coup 10 ans d'ancienneté, ça compte aussi, des bons petits liens parce que c'était un site sympa, gratuit, évidemment il n'y avait pas de modèle économique, donc moi je rachète son trafic, ses liens et son contenu, et un deuxième qui s'appelait Prof Élève, voilà, je mixe les deux, ce qui me fait 18 000 annonces de prof dès le début. Ah oui. Et quand je lance, en fait, j'ai à la fois les redirections de profs élèves et de cours particuliers qui m'amènent du trafic, plus les 18 000 annonces. Et donc, très vite, en fait, eh bien, on commence à se positionner pas mal sur des requêtes, tu vois. Et en fait, c'est pour ça, d'ailleurs, c'est pareil, quand on lance Superprof à Biarritz, comme je vous disais, eh bien, la première journée, on fait du chiffre d'affaires. Parce qu'on a déjà des professeurs à vendre. Alors, on fait 27 € de chiffre d'affaires. Hein. Attention, faut pas s'emballer, mais j'étais très content quand même. J'étais très content parce que ça valide notre modèle économique, parce que si tu veux, maintenant ça semble une évidence de faire payer l'élève pour qu'il trouve son professeur, mais à l'époque, tout le monde me disait, et tous mes concurrents faisaient l'inverse, à savoir, on faisait payer plutôt le professeur pour qu'il trouve des élèves, d'accord? Et moi, je me suis dit, non, ça c'est une mauvaise idée, on va pas faire payer le professeur, moi je vais plutôt faire venir tous les professeurs gratuitement chez moi, et mon algorithme de tri va faire monter les meilleurs professeurs, et descendre les mauvais, et puis ceux qui sont vraiment mauvais, du coup on les enlève de notre plateforme, mais par contre ils viennent gratuitement, comme ça on peut leur demander pas mal de choses, on peut leur demander de rédiger du contenu, on peut leur demander 2 fois le premier cours quand on les connaît pas, on peut leur demander des recommandations on peut être assez exigeant parce que c'est gratuit. Et comme ça, j'aurai tous les profs. Et par contre, l'élève, c'est normal, il vient chercher un service de qualité, un prof de qualité, il vient chercher le meilleur professeur pour lui, donc il n'est pas anormal de faire payer quelque chose. Et c'était ça mon lancement. Donc quand je fais 27 €, donc je fais 3 mises en relation à 9 €. Et déjà, effectivement, je suis très content. Ouais, dès le premier jour, c'est déjà bien. Ouais, 27 € le premier jour. Ça paye la pizza. Et du coup, après, comment est-ce que ça se passe? Tu embauches des gens pour t'aider à développer, tu mets 1 an tout seul. Au début, tu as une équipe, tu es tout seul? Non, je suis tout seul. Alors si j'ai une équipe, j'ai un designer qui est toujours là, hein, c'est mon directeur artistique, il est juste derrière là, Michael, ouais. Et mon CTO, enfin qui était à l'époque freelance, voilà, qui s'appelle Pascal, et qui est toujours le CTO aujourd'hui de Superprof. Hein. Moi, je garde tout le monde. Hein. Je m'attache beaucoup aux gens, donc je veux pas qu'ils partent. Surtout, ils sont excellents. Donc ces deux-là, effectivement, sont en prestataire avec moi, mais je suis tout seul, effectivement, au début, quoi. Et donc, non, je pense pas recruter parce que déjà j'ai 0 thune, 0 sous. Hein, si tu veux, j'avais mis à peu près une grosse partie de mes économies dans le lancement de la plateforme Superprof, dans le développement et dans l'achat de nom de domaine. Parce que j'ai acheté le nom de domaine superprof.com à un certain prix, qui a été la meilleure chose qui me soit arrivée, mais je pourrais vous raconter après. Mais non, ce que je fais à l'époque, c'est effectivement, je vois que la croissance externe, ça marche bien. Donc j'avais acheté Prof Élève et coursparticulier.org. Et surtout à l'époque, il y a un gros leader du cours particulier qui est présent sur toutes les requêtes que je veux, qui s'appelle Cherche-Cours. Et donc, évidemment, je vais voir Cherche-Cours, enfin le patron de Cherche-Cours, qui s'appelle Yann. Et je lui demande, tiens, est-ce que tu voudrais me vendre Cherche-Cours parce que j'ai un projet Superprof, et puis et évidemment à peu près comme toujours, lui c'est il a 180 000 annonces de prof, ça fait 6 ans qu'il a lancé le truc, il a toutes les top positions, il fait beaucoup de trafic. Moi je suis un nobody qui vient de lancer un vague site internet Superprof,
Et donc, ouais, il me reçoit, sympa, mais non, ça l'intéresse pas trop de vendre et ça et tout. Et puis, en fait, c'est marrant, c'est que du coup, on matche vachement bien sur le côté SEO. Parce que lui, c'est un killer du SEO. Il est très, très fort en SEO. Et donc, il avait fait pareil, tout son site autour du SEO. Et donc, on s'entend bien. Et rapidement, on échange. Et donc, rapidement, je lui montre. Je dis, tiens, regarde, sur cours particulier, la requête, sur Paris, on est déjà numéro 2, toi, t'es numéro 1. Tiens, regarde, sur prof particulier, telle ville, on vient de passer numéro 1. Et donc, je vois bien que à la fois du coup ça le titille un peu, tu vois, il dit putain c'est qui ce mec qui rapidement quand même gagne des positions SEO parce que le site a été assez bien pensé, moi je connaissais assez bien le SEO donc bien pensé, donc il dit tiens il y a un mec qui me titille et ça et tout. Et en fait rapidement il m'a fait une proposition que j'ai pas pu refuser, c'est-à-dire écoute on devrait plutôt s'associer. Alors, pourquoi je l'ai pas refusé? Parce que déjà, je me suis extrêmement bien entendu avec lui, même si c'était un peu mon double, c'est-à-dire que on est tous les deux d'école d'ingénieurs, on a tous les deux fait du conseil. Moi, j'ai fait Ernst & Young, lui, il a fait Capgemini, on était en consultant système d'info, donc on a le même parcours académique et professionnel. Donc, tu sais, tu t'imagines toujours un peu de façon romantique quand tu montes une boîte que tu as envie d'un mec un peu complémentaire. Là, je rencontre le même gars que moi. Ouais, qui adore le SEO, qui a monté un site de cours particulier, qui veut lancer un site de cours particulier. Donc c'est rigolo. Mais bon, voilà, avec Saint-Étienne, écoute, voilà, et on décide de s'associer. Et donc, il va me donner les clés de son site, en fait, contre départ de Superprof. Donc, il devient mon associé. Et pourquoi je dis il me donne les clés? Parce que, en fait, il avait prévu de faire 1 an de tour du monde. Donc, quand on signe chez l'avocat l'association, il part 2 jours après. 2 jours après. Donc, mais bon. Moi, je savais faire des intégrations, j'avais déjà fait des migrations, je savais racheter des boîtes, je savais racheter des sites, donc j'ai pas eu de problème, j'étais d'accord. De toute façon, il me l'avait expliqué avant, donc c'était le deal. Le deal, c'est tu pars un an de tour du monde, voilà, je le sais, tu me donnes ton site, je le migre, et puis par contre, t'as des parts, et puis quand tu reviendras, on verra où ça en est, quoi. Ok. Et il a eu confiance. Ouais. Il a eu confiance, et puis surtout, je crois qu'il croyait bien au projet, en fait. Il se rendait compte, ceux que cherche cours, c'était un site qui était sympa, mais il n'y avait pas de marque, il n'y avait pas d'international, il n'y avait pas de business model. Là, je lui apportais, moi, une marque, un concept international, et puis un modèle économique. Donc, j'ai apporté des trucs pas mal, il a dû trouver ça sympa à l'époque. Et il s'est dit, putain, plutôt que d'avoir 100% d'un truc qui fait pas grand-chose de chiffres, et en plus, j'ai pas de vision, j'ai pas de marque et compagnie, vaut mieux que j'ai un bout d'un truc qui me semble pas mal. Et puis, je pense que, voilà, il avait prévu son tour du monde, voilà. Et puis quand il est revenu, écoute, il est devenu directeur général de la boîte. Et puis parce que la boîte, on était en mesure de l'embaucher. Mais je me rappelle que quand il est parti, il me disait, mais est-ce que je pourrais bosser pour Superprof à mon retour? Alors moi, je dis, mais moi j'en rêve, je voudrais, mais est-ce que on va être capable de te payer un salaire, tu vois, parce que lui, il avait un salaire de manager chez Capgemini. Quand il revenait, c'était une année sabbatique. Donc, quand tu reviens, tu sais, tu peux être embauché au même poste. Donc, il revient, il a soit chez Capgemini un poste d'ingénieur avec, 7-8 ans d'expérience, ou soit une start-up qui fait pas donc, moi, j'aimerais bien, mais est-ce qu'on va être en mesure de pouvoir te payer, quoi? Et coup de chance, quand il est revenu, on était en mesure de le payer. Donc il revient un an après, tour du monde. Ouais, exactement. Et là, tu le reprends. Ouais, enfin, il vient chez lui. Hein. C'est pas moi qui le reprends, il est un peu chez lui, quoi. Ouais, il rentre à la maison et en plus, on est en mesure de le payer. Donc donc il reste, du coup, tu vois. Génial. Incroyable. Ouais. Tout à l'heure, tu disais que tu as eu de la chance avec le nom de domaine Superprof. Ouais. Déjà de l'avoir trouvé parce que j'ai mis du temps pour le trouver. En fait, si tu veux, je cherchais un nom. Du temps entre le nom. Ouais, j'ai mis du temps. En fait, l'idée, à un moment, je m'en vais au cours de guitare. À l'époque, si tu veux, c'est soit tu cherches un prof de guitare sur le Bon Coin, ou tu as un prof de guitare qui est en dessous de machine à laver, un camping-car. Soit tu vas à la boulangerie du coin et tu dis, tiens, est-ce qu'il y a encore des affichettes où il y a un prof de guitare? Mais il n'y a pas de qualité, quoi. Et moi, j'avais découvert Airbnb et je m'étais dit, putain, mais Airbnb, c'est l'idée que j'aurais dû avoir. C'est génial, quoi. Créer de la communauté de confiance entre 2 individus, assez de confiance pour que ces 2 individus n'hésitent pas à se partager un bien extrêmement précieux qui est leur appartement, leur chez-soi, avec leur objet personnel. Je me dis, mais c'est fabuleux cette création de confiance. Et donc, cours de guitare à l'époque, et je me dis, putain, mais je vais créer le Airbnb du prof particulier. Donc, de la confiance entre 2 individus qui vont pouvoir apprendre, tu vois, la même idée. Et ok, ça j'ai le concept, mais j'ai pas le nom. Le nom, je le trouve pas, donc je cherche.
Et à un moment, une fulgurance, un matin, je me rappelle, je me dis, super prof, c'est génial. Parce que le mot super est parfaitement international. Le mot prof, ça marche à peu près dans toutes les langues. Professeur, professoré, voilà, ça marche à peu près. Ensuite, après, moi, je me pose pas de questions métaphysiques sur le nom parce que Airbnb, on comprend pas, c'est international, mais on comprend pas. Google, on comprend pas. Tinder, on comprend pas. Uber, on comprend pas. Et pour autant, ça marche, en fait, une fois qu'elle s'est connue. Oui, ça marche pas dans ta langue, mais tu comprends. Et puis, donc, super prof, je me dis, voilà, ça marche à peu près, en plus, donc parfait. Sauf que je vais tout de suite sur un site qui s'appelle Pseudo, que j'utilise beaucoup pour vérifier si les noms de domaine sont pris. Et évidemment, il est pris. Donc, le .com est pris. Voilà, et je tente une négociation avec un Coréen qui était un mec qui, je pense, avait plein de noms de domaine qui vendait comme ça, un peu cyber-squatté, ouais, et qui me dit $25,000. Voilà. Donc, une alternative s'offre à moi. Soit je mets $25,000 que je n'ai pas, soit je change de nom. Tu vois, qu'est-ce que je dois faire? Tu vois, je démarre le projet, je peux encore changer de nom, quoi. Mais j'adore ce nom. Franchement, je kiffe trop ce nom, super prof, et je me dis, bon, bah, je vais le négocier, quoi. Et donc, je commence à dire, bon, bah, $100. Et lui, il dit, OK, 24 900. Donc voilà, et on tâtonne comme ça, et puis au bout d'un moment, je dis bon, je fais un peu de tapis avec ce que j'ai, je dis bon, écoute, à l'équivalent de 5 000 € à peu près, ou $5,000, je me rappelle plus très bien, mais je lui dis voilà, tapis, c'est ma dernière offre, c'est mon dernier mot Jean-Pierre, ça fera 5 000 €, et il dit banco. Et donc pour 5 000 €, je récupère mon nom de domaine, enfin je récupère superprof.com. Et en fait, c'est une des meilleures choses qui me sont arrivées parce que 5 000 €, c'était tellement d'argent pour moi que il fallait absolument que je rentabilise. Et donc, avant ce projet qui était un peu un truc à côté, parce que moi j'avais une autre activité, je faisais la location meublée professionnelle avec les appartements et tout, je procrastinais un peu tranquillement mon projet d'Airbnb du prof particulier. Là, j'achète 5 000 €, bon, bah, c'est fini, je ne procrastine plus et donc je veux le rentabiliser. Et donc, ça m'a mis un énorme coup de pied aux fesses pour rentabiliser mon nom, quoi. Et donc, voilà, les 5 000 €, c'est la meilleure dépense que j'ai pu faire parce que c'est un énorme coup de boost pour moi. Ok. Je crois que t'es pas le seul. J'ai vu passer sur LinkedIn Juliette qui en parlait. Est-ce que Juliette.fr ou .com? Je crois que c'est .com. Ça a coûté pareil, ouais, plusieurs milliers d'euros. Ouais, d'accord. C'est le nom de sa petite fille, à Baptiste et à Caroline. C'est leur petite fille qui s'appelle Juliette et ils ont lancé la marque qui s'appelle Juliette. Je trouve ça incroyable de se dire je vais mettre plusieurs milliers d'euros dans un nom de domaine alors qu'il y en a plein qui auraient dû c'est pas grave, je change et je vais prendre un truc. I know. Là, je sais, surtout quand on te dit $25,000. C'est pas $1,000, c'est pas 2 000 où tu dis bon, on peut réfléchir à 25 000. Là, c'est Himalaya face nord. Hein, Ouais. Allez, ok. C'est-à-dire que t'es très bon en négociation du coup, divisé par 5. Ouais, ou en même temps, le mec il a acheté un nom de domaine. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Même pas, 20 balles par mois depuis 10 ans, tu sais. Bon, bref. C'est 20 balles par an et c'est même pas 20 balles, hein, c'est plutôt maintenant 10 balles par an, quoi. Ouais. Bon, bref. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein, Et depuis le début, tu fais le choix de la croissance externe. Même Day One, t'es en croissance externe en réalité. Mais je fais pas le choix de la croissance externe, je fais le choix de la croissance. Et donc, en fait, j'utilise tous les leviers de la croissance, à savoir de la croissance interne et de la croissance externe. De la croissance interne, effectivement, en développant mes sites que j'ai, et de la croissance interne en développant les pays. C'est-à-dire que très vite, en fait, au bout d'une année, on est déjà présent dans plusieurs pays. On attaque au bout de 12 mois, on attaque l'Espagne. Et après, on aura un rythme genre de 5 ou 6 ouvertures de pays par an. Souvent, on dit aux gens, et c'est un conseil qu'on va entendre souvent dans le business, c'est t'éparpille pas, reste en France, développe bien le marché. Ouais, je sais. Récupère toutes les parts. Alors ça, c'est ce que souvent disent les fonds, des choses comme ça. Effectivement, peut-être que ça marche, peut-être. Mais moi, j'ai fait cette boîte, c'est une boîte de rêve, de mes rêves, et c'est une boîte internationale, mais je n'avais qu'une envie, c'est d'aller à l'international. Et en fait, c'est toujours pareil. Quand t'aimes faire quelque chose, quand t'as envie de le faire, eh ben t'es 10 fois meilleur, tu vois. Si on m'avait demandé par exemple d'attaquer l'international en disant bah tiens tu vas attaquer l'Allemagne et l'Angleterre parce que c'est des pays avec plus de sous, eh bien j'y serais allé à reculons et donc j'imagine que ça aurait moins bien marché. Alors moi j'ai attaqué très vite l'Espagne, j'ai attaqué très vite le Brésil, l'Italie, des pays qui me font kiffer quoi. Ouais. Et donc j'ai mis beaucoup d'énergie et donc ça a assez bien fonctionné ouais. Dès le début et le côté je comprends le côté focus effectivement il faut rester focus hein. Moi je ne fais que du super prof hein. Moi je n'investis pas dans de boîtes à côté, je ne fais aucune conférence, quasiment très très peu, je ne fais que du super prof
Donc je reste très focus, mais par contre, ouais, ce n'est pas m'éparpiller que de développer ma société internationale. Pour moi, c'est encore une fois, je renforce ma société française parce que aujourd'hui, j'ai 41 pays, 41 noms de domaine, 41 sites référencés dans Google, dans les moteurs de recherche du pays, et 41 liens qui me renvoient vers mon site français, qui me font monter dans les moteurs. On a fait une espèce de nébuleuse, enfin de galaxie de sites à très bon contenu qui nous font tous grimper. Donc aujourd'hui, tu es déjà propriétaire, j'imagine, du coup, de tous les noms de domaine Superprof, avec toutes les... Oui, quasiment. Il y en a un qui nous échappe, c'est aux Pays-Bas. On n'a pas superprof.nl. Là, j'ai fait des ponts d'or, mais le monsieur ne veut pas. Il ne veut pas vendre. Donc, on a fait un petit subterfuge, c'est super-prof.nl. Aux Pays-Bas. C'est la seule exception qui confirme la règle. Sinon, on a tout le nom de domaine, ouais. Ok. Et donc, le mec ne vendra pas ce nom de domaine. On lui a proposé des montants stratosphériques avec un échange de super-prof, mais ce qui est pas mal. Mais non. Voilà, bon, on en a fait, ça y est, on en a fait notre deuil, on a passé à autre chose. Le Pays-Bas, c'est un chouette pays, ça marche bien. Super-prof, ça marche aussi. C'est pas fou, c'est pas grave. Et l'objectif, c'est d'être présent dans le monde entier. Oui, l'objectif, c'est d'être présent dans le monde entier, effectivement, avec des gros marchés encore à conquérir, qui sont l'Asie. On est assez faible en Asie. On a la Chine à faire, on n'a pas encore fait. T'as des gros concurrents déjà en Asie ? Ouais, on a des concurrents dans tous les pays. Et les gros concurrents en Asie, notamment en Chine, on a des gros concurrents aux États-Unis, des monstres. Voilà. Et donc, on a l'Asie à finir. Parce qu'on a déjà commencé, hein. On est quand même en Corée du Sud, on est au Japon, on est en Indonésie, en Turquie. Voilà, Turquie, c'est la limite encore avec l'Asie. Et par contre, aussi l'Afrique. L'Afrique, on est assez faible en Afrique. On est présent que dans 2 pays. On est présent au Nigeria et en Afrique du Sud. Et l'Afrique, c'est un pays aussi pareil où on veut attaquer fort cette année. Tu dis, on a l'Asie à finir. À quel moment tu définis que tu as bien attaqué un marché ? C'est quand tu es le leader ou c'est quand tu as un certain pourcentage des parts du marché ? Déjà, quand on est dans le pays déjà. Ça, c'est quand et moi, il faut être dans le pays. Et ensuite, après, non, en fait, je regarde pas trop si je suis leader ou pas. Ça m'intéresse pas. Par contre, ce que je regarde, moi, c'est la croissance. C'est-à-dire que pour moi, un pays réussit quand il a une forte croissance d'année en année, de mois par mois. Tu vois. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que quand tu lances un pays comme l'Autriche, très vite, on est devenu leader. Mais c'est un tout petit pays, donc voilà, on fait un certain chiffre d'affaires. Mais par contre, il est important qu'en Autriche, on fasse de la croissance de trafic, croissance de professeurs, croissance d'élèves, croissance de revenus. Tu vois, donc c'est ça que je regarde. Et les US, par exemple, tu vois, qu'on a attaqué il y a 6 ans maintenant, qui est le marché le plus compliqué à attaquer, parce que du coup, c'est le seul marché où pendant 5 ans, on a fait 0 chiffre d'affaires. Alors que normalement, un pays, en fait, au bout d'1 an, on le rentabilise déjà. Au bout d'1 an, la première année, généralement, il est gratuit. Parce que toi, on lance le site, la version gratuite, le temps que les élèves nous connaissent, que les mises en relation se fassent, que l'algorithme puisse trier les bons professeurs, qu'on mette en avant les bons professeurs, que les élèves commencent à noter les professeurs, que les professeurs commencent à évaluer les élèves, on demande des recommandations. Voilà, il faut que la mayonnaise un petit peu prenne. Donc au début, on fait un site, on va dire, gratuit. Et au bout d'1 an, on le monétise. Voilà. Aux États-Unis, j'ai mis 5 ans à gagner $1. Parce que pendant 5 ans, on était vraiment un encéphalogramme plat, c'est-à-dire que ça ne grossissait pas. Parce que, pour plusieurs raisons, parce que énormément de concurrents, parce que c'est la NBA du SEO, hein, les États-Unis, c'est-à-dire que quand tu arrives là-bas, eux, ça fait 10 ans qu'ils le font déjà, et ils le font bien meilleur que toi. On a un train de retard quand même, eux, ils sont Google... early adopters, si tu veux, depuis je sais pas combien de temps, enfin bien avant nous. Donc ils ont déjà trusté toutes les positions SEO, ce qui est quand même notre marque de fabrique. Donc quand on arrive dans un pays, on fait du très bon contenu par rapport normalement au pays, on fait des super annonces, donc on arrive à surperformer par rapport à nos concurrents. Là, c'est verrouillé de chez verrouillé. Les mecs, ils font effectivement 200 millions de chiffre d'affaires, ils ont levé des centaines de millions, enfin c'est des monstres. Voilà, donc le SEO c'est mort, voilà, premier point. Deuxième point, les coûts d'acquisition du coup, parce que en ads ou en coûts d'acquisition, parce que je disais qu'on n'achetait pas nos élèves et nos clients, mais par contre on a fait de l'acquisition pour nos professeurs. On s'est diversifié dans l'acquisition payante avec des partenariats avec des universités, des grandes écoles, des job boards.
et plein d'astuces en fonction du pays, parce que du coup, on s'appuie sur la connaissance de notre country manager qui va nous dire, voilà, il y a les canaux classiques, donc Facebook, Google, le retargeting et compagnie, mais en plus, on pourrait faire un deal avec telle école, tel site, tel machin, pour recruter massivement du professeur. Et donc, voilà. Donc, on veut recruter des professeurs aux États-Unis, mais les coûts d'acquisition, c'est $28. Si tu veux recruter un prof en France, pour te donner un idée, c'est 3 €. Et en Inde, par exemple, on paye 30 centimes un prof. Donc là, c'est $28. Donc, t'imagines, on n'a pas une thune, pas de sous. On fait 0 chiffre d'affaires. On peut pas faire de SEO. C'est $28 par professeur. Et en plus, c'est un pays géant, puisque nous, notre credo, c'est de faire matcher un prof à côté de chez toi. Donc, il faut qu'on maille un pays qui est, 5-6 fois la géographie française. Donc, il faut qu'on ait une quantité de profs en plus incroyable pour faire $1 de chiffre d'affaires. Donc, très dur. Alors, C'est quoi la solution, du coup? je vais te dire, on a trouvé. Mais on a mis 5 ans, tu vois, c'est pas... Je vais te faire gagner 5 ans d'erreur, tu vois. Je sais pas si je vais te les faire gagner, mais parce que chaque truc est différent. Mais en tout cas, je vais te raconter. Et également, pareil, on avait recruté, comme toujours on fait, quand on recrute une country manager, donc on prend quelqu'un de local. Ou un country manager, on prend un natif qui va vraiment transformer le site en une expérience très locale. Donc... voilà, donc on avait recruté une jeune femme qui s'appelait Misha, qui sortait d'études, qui avait fait une bonne école, qui venait de Boston, et qui se retrouve donc avec effectivement pas de chiffre d'affaires, pas de SEO, des budgets, enfin c'était dur. Tu vois, c'est dur pour une jeune femme qui sort, enfin pour un jeune homme, peu importe, mais qui sort de l'école et qui se retrouve comme ça avec à l'Everest devant soi. Et donc du coup, rapidement, effectivement, peut-être au bout d'1 an et demi, 2 ans, elle nous a dit écoutez, en plus moi je veux retourner aux États-Unis. Donc elle est partie. Et là on s'est dit ok, si on veut attaquer les US, il faut qu'on prenne quelqu'un un peu plus mature, qui a déjà plus d'expérience, qui est plus robuste face à l'adversité, à la difficulté. Donc on a recruté Greta. Qui avait plus d'expérience, et elle aussi qui nous a aidé aussi à faire des petites solutions de contournement, à attaquer certaines niches. Donc par exemple, on n'a pas attaqué frontalement le SEO comme on fait d'habitude, c'est-à-dire sur les grosses thématiques, mais sur des niches. Donc par exemple, on a travaillé sur la musique, sur le piano, sur des petites villes, sur des grosses villes. Tu vois, on essayait comme ça, et donc pour un peu encercler et pour gagner en fait en maillage et puis en contenu, recruter et compagnie. Donc par capillarité, comme ça on a réussi. Ensuite, après, Greta a fait un super bon travail sur l'acquisition des profs. Donc elle a divisé peut-être par 3 notre coût d'acquisition des professeurs, parce qu'elle a trouvé des nouveaux canaux, elle a fait des bons deals avec des affiliés, des partenaires, elle a trouvé des choses. Donc les canaux d'acquisition ont diminué. Et puis après, nous aussi en ads, en achat de réseaux sociaux, on est devenu meilleur aussi, on s'est amélioré sur les créas, sur tout ça. Donc on a fait diminuer nos coûts, et en plus on avait plus d'argent, donc on pouvait en plus investir, tu vois. Donc tout ça a fait que aujourd'hui, les US, c'est depuis 1 an, c'est devenu notre 3e plus gros pays en termes de chiffre d'affaires, et c'est le pays qui enregistre la plus grosse croissance de chiffre d'affaires chez Superprof, puisque ça fait un peu plus de 300% de croissance aux US, et que horizon 6 mois, les US seront notre plus gros marché chez Superprof. Incroyable. Voilà. Après 5 ans de galère. Et pendant 5 ans, on a fait 0. Et à chaque fois, j'augmentais les budgets, mais j'étais bien le seul à y croire. Tout le monde me disait non, mais on va attendre. Et à chaque fois que j'augmentais, je disais non, faut qu'on continue. Moi, je veux pas. Alors, aussi parce que j'adore les US. Moi, je rêve un jour peut-être d'aller vivre 1 an ou 2 là-bas, parce que c'est quand même la NBA de la tech. Hein. Ouais. Voilà, on a l'impression d'être bon en Europe, et probablement qu'on n'est pas mauvais, mais voilà, c'est quand même. Eux sont très bons. Ouais, c'est très bon. Ils ont un marché mais phénoménal. Il y a beaucoup de gens, et les gens ont beaucoup d'argent. C'est monstrueux, les US. Les US, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein de gens qui ont se dit mais pourquoi ils viennent pas en Europe? Pourquoi ils vont venir en Europe? Je veux dire, en Europe, ils ont qu'à juste attendre qu'un couillon s'embête à merger tous les marchés, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, toutes les langues, s'embêter à faire. Et puis ils arriveront, ils diront bon, tu veux combien? Ok, tiens, on t'achète. Ouais. C'est comme ça qu'ils font, c'est plus simple. Bien Pourquoi sûr. s'embêter à aller attaquer tous les petits marchés qui sont tout petits, qui sont avec différentes langues, avec alors que non, il suffit qu'ils masterisent les US, et quand il y a un leader qui arrive, bam, il le rachète, quoi. Est-ce que c'est pas un peu ce que tu fais avec les petits marchés? Par exemple, tu arrives en Angleterre, tu rachètes directement. Alors, si, je sais, mais faut pas le dire. Je fais l'américain. Non.
Je sais pas si oui, bah, c'est pas faux. Effectivement, la comparaison peut être juste. Oui, j'essaie de gagner du temps effectivement en rachetant effectivement. Et quand j'arrive sur un marché, bah, le country manager, un des premiers trucs qu'il fait, c'est effectivement un état des concurrents et on va tous les voir pour les racheter. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu proposes à quelqu'un quand tu le rachètes? Parce que je suppose que t'en as qui ont la même ambition que toi, qui veulent être un super prof. J'ai tout proposé. J'ai proposé des rachats, j'ai proposé des rachats plus parts, j'ai proposé des rachats plus viens travailler avec nous, j'ai proposé des rachats, tu veux rester dans ton pays, bah tu travailles en presta avec nous. J'ai tout proposé. En fait, si tu veux, j'essaye toujours, quand je rencontre un fondateur, de comprendre ce qu'il a envie. Est-ce qu'il veut de l'argent? Est-ce qu'il veut continuer? Est-ce qu'il veut est-ce qu'il veut être entrepreneur avec nous? Et j'essaie de lui faire la meilleure offre en fonction de ce qu'il veut et de moi ce que je veux. Voilà. Et donc j'ai à peu près tout proposé. Quand tu dis rachat, c'est pas forcément 100%. Alors si on rachète tout, Ah oui, c'est tout. Ouais, on rachète tout. Ouais, parce qu'en fait, on ne veut pas faire cohabiter. Mais c'est peut-être une erreur, hein, mais on veut pas faire cohabiter d'autres marques. En fait, nous on aspire le nom de domaine, les data, on migre tout chez nous. Okay. Et le site n'existe plus. En fait, c'est que des redirections vers Superprof. Okay. Parce que je ne veux pas continuer à faire vivre. En fait, je veux pas qu'un concurrent vive à côté de nous. D'ailleurs, qu'il faut que je m'en occupe. Alors, même si j'avais un certain pourcentage, à la fin, qu'est-ce que c'est? Il fait un copycat de Superprof ou il fait un truc différent? Enfin, bah non. Donc, je fais pas ça. Mais par contre, après, oui, pour le fondateur, je propose plein de trucs. J'ai proposé aussi de reprendre les équipes. D'ailleurs, j'ai repris des gens. Là, par exemple, la boîte en Angleterre, on a proposé aux 7 collaborateurs. Donc, le fondateur, lui, partait à la retraite. Hein, donc, c'était pas un sujet. Il voulait vraiment arrêter. Et surtout, voilà, il voulait du cash. Et puis, voilà, il voulait arrêter. Mais par contre, les 7 collaborateurs, on leur a proposé de venir continuer l'aventure avec nous. Et il y en a quelques-uns qui ont dit banco. Et donc, ils continuent l'aventure avec nous et d'autres qui ont arrêté. Voilà, bon, bah, c'est comme ça. Hein. Je pense qu'il y avait des gens aussi qui avaient envie d'arrêter, qui étaient fatigués. C'était une boîte qui avait souffert. Ils n'avaient pas réussi à se refinancer. Voilà. Donc, il y a des gens qui avaient envie de tourner la page. Et puis, peut-être qu'ils avaient envie de changer aussi de domaine d'activité. Mais ouais, il y en a quelques-uns qu'on a embauchés. Okay. Par exemple, on fait ça, on fait tout. Enfin, je propose tout ce qui est bon pour le mec, tout ce qui est bon pour le deal, en fait. Avec évidemment en prenant en compte évidemment peut-être en priorité quand même moi ce que j'ai envie et le bonheur personnel de mes équipes aussi quoi. Je vais pas commencer à recruter 50 personnes et les faire arriver ici pour déstabiliser mes équipes, tu vois, c'est là mais je propose tout. Ouais. Comment tu fais quand tu ouvres des offices dans chaque pays? Jamais. Télétravail? Non, jamais. On n'ouvre jamais d'office, tout le monde travaille d'ici. Donc ça veut dire que là, les personnes de la boîte sont venues à Paris. Alors ils vont venir à Paris. C'est en train de se faire. Ouais. Ils vont venir à Paris. Et après, si tu veux être en télétravail 100%, par exemple, tu peux rester dans ton pays, mais tu seras forcément prestataire. On te mettra pas en CD. Déjà parce que c'est je pense hors la loi. On peut pas faire un contrat français à quelqu'un qui ne vit pas en France et qui est 100% à l'étranger. Je pense, bon, faudrait vérifier, mais voilà, je pense que c'est illégal. Donc on fait pas ça. Mais par contre, on peut te prendre en freelance, avec un contrat de 12 mois, 36 mois, pour que tu puisses rester et travailler Par exemple, on a acheté la deuxième société espagnole que j'ai rachetée, qui s'appelait Mi Profe Particular. Donc quand je suis arrivé sur le marché espagnol, j'ai racheté tout de suite 2 boîtes. J'ai racheté le numéro 2 et le numéro 3. J'ai racheté donprofesseur.com. Le monsieur voulait vendre et faire autre chose, lancer un projet. Donc lui, c'était 100% cash et pas de débat. Il voulait pas rester. Et plus vite il partait, plus vite il était content. Donc voilà. Mais le deuxième, j'ai rencontré 2 mecs super bien qui ont voulu continuer l'aventure avec nous et on a signé un contrat de prestat pendant 3 ans. Avec eux, ils sont restés, ils nous ont aidés, on a développé la communauté, ils ont fait de la rédaction, ils nous ont aidé à trouver des traducteurs, des rédacteurs, donc voilà, on a bien bossé. Et puis au bout de 3 ans, par contre, ils n'ont pas voulu continuer, ils ont voulu repartir parce que c'est des entrepreneurs dans l'âme. Donc un entrepreneur dans l'âme, de toute façon, tu le fais pas rester éternellement. Tu peux le faire adhérer à ton projet parce qu'il trouve ça cool, parce qu'il a envie d'apprendre. Bien sûr. Mais à un moment, voilà, en plus, il s'était enrichi, donc du coup, quand tu as un peu de sous, tu dis, bah attends, je vais remonter une boîte, je vais remonter un truc, c'est normal, c'est l'esprit entrepreneur. Mais ils ont fait 3 ans, tu vois, en presta avec nous depuis ils étaient à Madrid. Ok. Donc, on propose tout. Mais par contre, pas d'office là-bas, donc pas de bureau. Donc c'est pour ça que je peux pas embaucher. En fait, je peux pas trop embaucher un Espagnol parce que j'ai pas de société espagnole. Et on rapatrie tout ici parce que en fait, tous mes country managers sont ici. Ici, il y a 35 nationalités. Et chacun a besoin des autres, des compétences des autres, de partage des best practices pour effectivement avancer dans son pays, quoi. Quand tu viens d'un pays étranger, par exemple, là on a ouvert
la Finlande, par exemple. Donc, la jeune femme qui vient de la Finlande, qui vient s'installer à Paris. Donc, déjà, elle connaît pas grand monde. Donc, elle est contente d'avoir une équipe avec nous. Les bureaux qui sont faits ici, c'est vraiment aussi la maison des collaborateurs. Voilà, ça leur permet de rester ensemble. Il y a plein d'activités le soir où ils restent ensemble. Et du coup, elle est contente de travailler avec des gens, en équipe. Imagine si j'avais ouvert un bureau en Finlande où cette jeune femme, je la fais venir, elle est toute seule au bureau dans un espace pas terrible, elle parle à personne, que du visio, ça serait c'est pas très hyper fun. dur. En plus, quand elle a un problème d'ordinateur, on fait quoi? Elle nous appelle, on doit gérer la hotline. Si son internet ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut qu'elle soit super autonome, il faut qu'elle gère en fait toutes les problématiques des contingences. Donc, non, nous, on fait pas ça. En plus, on a la chance d'habiter Paris. Donc, Paris, c'est quand même une ville géniale pour ça, pour le recrutement, parce que on a toutes les nationalités à Paris. Donc, quand on veut recruter des Espagnols, des Italiens, des Brésiliens, des Portugais, il y a des Américains, des Anglais, il y a toutes ces nationalités sont à Paris. Donc, on n'a pas beaucoup de difficultés. Je pense que ce serait plus compliqué si on était à Limoges. Tu vois, à Limoges, ce serait plus dur Ah oui, ça c'est sûr. de recruter, tu vois, un Autrichien, une Chilienne, un Péruvien, ce serait plus compliqué. Même un Bordelais à Limoges, ça va être compliqué. Tu vois. Donc, voilà. Donc, à Paris, on a cette chance-là. Donc, non, tout le monde vient au bureau. Ouais. Enfin, tout le monde est ici, quoi. Ok. T'en parlais tout à l'heure, mais du coup, tu fais beaucoup de croissance externe. Ouais, ouais. On en a parlé un petit peu avant de démarrer le podcast. Comment tu finances en fait tout ça? Est-ce que tu lèves des fonds? Comment ça se passe? Alors, écoute, j'ai fait plein de scénarios différents. Au début, on faisait ça en fonds propres, donc on pouvait pas emprunter parce que les banques nous prêtaient pas. En fait, les banques, elles te prêtent quand tu as un certain nombre d'années, que tu as un certain bilan, que tu fais du bénéfice et tout. Donc voilà, au bout d'un moment, elles te prêtent, mais au début, elles te prêtent pas trop. Donc au début, fonds propres. Et donc ce qu'on faisait, on négociait en fait avec les fondateurs un échéancier de paiement. Okay. On étalait le paiement, on disait on te paye 20% la signature, puis 10% chaque mois pendant un certain 8 mois par exemple. On faisait des trucs comme ça. C'est une sorte de crédit vendeur. Ouais, on faisait ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait après rapidement du financement. Donc on arrivait à se faire financer une petite partie, un petit bout, on faisait des découvertes autorisées. Et puis après, est venu l'âge d'or du crédit où on a pu enfin emprunter. Et donc, on a pu effectivement, maintenant, moi, quand je fais une acquisition, globalement, on appelle la banque et puis on appelle nos banques et on les met en compétition en leur disant, voilà, on va faire telle acquisition, c'est tel prix, qui nous suit, quelle est la meilleure offre. Plusieurs scénarios pareils, scénarii à chaque fois. Soit les banques se disent, on veut bien le faire, mais à deux. Ouais. On partage le risque. Ou alors il y a une banque qui dit moi je veux absolument le faire, donc je te fais telle offre, voilà. Et donc on prend la meilleure des offres, voilà. Mais aujourd'hui on finance à 100% toutes nos acquisitions, ouais. Ok. Sur entre 5 et 7 ans. Tu vois. Okay. Là, une des dernières acquisitions que j'ai fait, donc la boîte anglaise, pareil, donc on a financé 100%, on a payé le mec 100% à la signature, enfin pas tout à fait à chaque fois, enfin on décaisse l'argent à la signature maintenant. En fait, mais on met tout en séquestre. C'est-à-dire, en fait, on met tout en séquestre chez l'avocat, voilà. Et le séquestre sera donné au vendeur sous certaines conditions. À savoir, on a récupéré le nom de domaine, on a récupéré les données, on a récupéré les accès. Et dès qu'on a checké toute la liste, hop, l'argent tombe tout de suite dans la poche du vendeur. Mais nous, on a déposé l'argent à la signature. Ouais. Donc, c'est comme si on avait tout payé, quoi. Ouais. Donc, voilà, maintenant, on fait ça. C'est une bonne astuce. C'est beaucoup plus simple pour terminer un deal de faire ça, de dire à la signature je mets tout le cash sur la table, plutôt que de dire alors on va te payer en 2, 3 fois, 5 fois, qu'on faisait au début c'était des discussions interminables et tout. Maintenant on aime bien cette astuce, et par contre après effectivement notre banque nous finance entre 5 et 7 ans, et donc la boîte anglaise on l'a financée. Alors la boîte anglaise c'est pas évident parce que on achète une boîte anglaise, donc c'est audité par des sociétés françaises. Les banques françaises sont pas super à l'aise pour acheter en pound. Il faut faire de la conversion de devis. Enfin, voilà, des complexités, mais on a financé 100% sur, je crois, 6 ans ou 7 ans, un truc comme ça. Donc voilà. Et dans notre modèle économique, en rajoutant la boîte anglaise à notre système, c'est-à-dire en prenant le trafic et en faisant une règle de 3 sur, nous, on gagne tant par trafic. Je vais dire n'importe quoi, tous les 100 visiteurs, on gagne 3 €. Eh bien, on rentabilise en 18 mois. Donc, tu vois, en 18 mois, nous, on a rentabilisé notre achat et on le paye en 6-7 ans. Donc, c'est une opération parfaite. Ouais. Dans l'histoire de Superprof, tu t'es jamais dit, je vais lever des fonds
pour aller plus vite, pour faire de la croissance, notamment à ce moment où les banques te prêtaient pas parce que tu n'avais pas assez? Bah ouais, bah si, bien sûr je me suis posé la question. Parce qu'effectivement, en plus, c'est un lieu commun, tout le monde dit ça, tout le monde dit il faut lever des fonds pour aller plus vite. Bon, j'ai compris maintenant que c'était faux. Déjà, ça va pas plus vite. C'est différent. Et je dis pas que ça va plus vite. Parce que ça va plus vite sur certains côtés, puis ça va beaucoup moins vite sur certains autres. Donc, il faudrait voir à la fin qui va vraiment plus vite. Mais si, bien sûr, ouais, je me suis question et du coup, c'est comme ça maintenant que je me suis. Et d'ailleurs, c'est un des fondateurs de Blablacar, Francis Napes, qui m'avait donné un très bon conseil à l'époque. Parce qu'à l'époque, moi, je voulais pas lever de fonds. Donc, j'étais arc-bouté, fermé, obtus, en disant je veux pas lever de fonds. Et il m'a dit, mais attends, mais déjà, open-minded, hein, si tu veux, be aware, tu vois. C'est-à-dire que discute avec les gens. Avant de dire que tu veux pas, tu pars avec des présupposés, donc discute. Donc il m'avait dit, tu devrais rencontrer des gens comme Monsieur Chamboredon, qui est le fondateur d'Isaïe, et il m'avait convaincu de m'ouvrir en tout cas la discussion. Donc j'ai pu discuter et échanger avec des fonds pour me faire une vraie idée, parce que parler des fonds, c'est pareil, on parle avec un espèce de romantisme, une idée est reçue, mais est-ce que c'est la vérité? Et aujourd'hui, je parle ça m'arrive de parler avec des fonds, et surtout il y a des gens des fonds qui sont brillants. Mais vraiment très fort, hein. C'est des super sparring partners. Moi, je vais pas citer Lydie Marek, avec qui je discutais il y a pas longtemps d'Edu Capital, à qui je rêverais de travailler avec cette femme, mais voilà, elle a monté sa boîte, c'est comme ça, mais non, elle comprend très très vite toutes les implications d'un chef d'entreprise, tout ça et tout, donc très agréable de parler avec eux. C'était un très bon sparring partner. Et donc voilà, donc j'ai conclu que non, parce que mon projet de vie, c'était effectivement de garder ma boîte toute ma vie, c'est la boîte de mes rêves, comme je te disais, donc je veux la garder toute ma vie. Commencer à faire entrer des fonds, c'est se mettre en processus de vente, quoi qu'il arrive, on peut pas le nier. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, il va y avoir des offres sur la table, les fonds vont vouloir sortir, c'est leur métier, ils rentrent, ils sortent, c'est leur job, donc on le sait. En échange, ils t'amènent de l'argent et parfois des compétences et des conseils. Et beaucoup de rigueur. Bon, voilà. Après, c'est de la rigueur, c'est bon, hein, tu vois. C'est la maîtrise du risque, tu vois. Donc voilà, il t'amène plusieurs choses, mais la règle du jeu, c'est effectivement, voilà, il y a une sortie à la fin, donc faut l'accepter, c'est la règle du fond. Et moi, j'ai décidé de ne pas l'accepter et de dire, non, moi, c'est une boîte que je vais garder toute ma vie, donc je suis pas vendeur. Je ne veux pas vendre un jour, je veux la garder toute ma vie, donc je ne veux pas lever de fonds. Et donc, et cette question, j'ai répondu assez rapidement, même si je me la suis posée quand même au début, enfin pas au début, mais au bout d'un an, en me disant, non, maintenant c'est résolu, donc tu vas te concentrer sur ton chiffre d'affaires et tu vas arrêter de te poser des questions métaphysiques sur lever des fonds, parce que lever des fonds, ça veut dire quoi? Préparer des decks, aller voir des leveurs de fonds, aller voir, commencer à faire un roadshow, à discuter avec les gens. Mais t'imagines à quel point t'es unfocus de ta boîte on me disait, moi, pendant 6 mois, si tu veux, t'es plus opérationnel, quoi. Et donc, pendant 6 mois, moi, en échange, j'ai fait, je sais pas combien de croissance, de chiffre d'affaires, des rachats de boîtes, enfin, tu vois, j'ai fait grossir mon truc en me focusant vraiment sur, mon chiffre d'affaires, faire augmenter mon chiffre d'affaires, faire augmenter ma croissance, et puis voilà, après convaincre les banques de pouvoir me suivre, et puis voilà. Et aujourd'hui, on est arrivé à un point, effectivement, où là, je me pose plus tout la question sur les fonds, parce qu'on a une certaine taille critique, mais encore une fois, je suis pas non plus, je suis un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est évidemment un opportuniste et qu'il faut pas se fermer une porte magnifique qui tomberait par exemple à côté avec un fonds fabuleux qui nous proposerait une expansion avec un rachat d'une compagnie extraordinaire qui nous ferait gagner en croissance. Voilà, je suis ouvert à toute suggestion intelligente, donc je vais pas me fermer comme ça. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, voilà, on est en tout cas un objectif. Ouais, non, pas du tout. Et surtout, voilà, ça me permet de pas m'être focusé sur la levée et d'avoir pu développer mon chiffre d'affaires et ma croissance externe et ma croissance interne. Tu disais du coup, au lieu de faire 6 mois de levée, tu fais 6 mois de croissance. Ouais. C'est aujourd'hui, là en 2022, pour lancer un nouveau pays, c'est combien de temps? Combien tu mets de temps pour être opérationnel? Ouais, en fait, on a énormément à améliorer notre process de lancement de pays. Au début, on mettait plusieurs semaines rien que au niveau technique. Ouais. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on ait le nom de domaine, il fallait qu'on migre toute l'infrastructure, il fallait qu'on trouve toutes les villes. On avait besoin d'énormément de données, en fait, pour lancer un pays. Donc là, maintenant, on a résolu ce problème. Un pays, complètement techniquement, on va pouvoir le lancer en 3-4 jours à peu près. Voilà. Donc, ouais, ça c'est assez rapide. Et en fait, ce qui nous freine aujourd'hui sur le lancement de pays, c'est
massivement le recrutement. C'est-à-dire qu'il faudrait recruter des gens natifs du pays. Mais à la rigueur, c'est pas un point bloquant parce qu'on pourrait lancer. Non, ce qui nous freine, c'est on est présent quasiment dans tous les pays qui sont facilement monétisables. Maintenant, il faut aller attaquer, donc notamment par exemple en Afrique. On n'a pas lancé l'Afrique massivement parce que ce sont des pays qui sont non monétisables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner d'argent avant un certain temps parce que il n'y a pas de système de paiement. Donc où c'est compliqué, où l'argent est compliqué à rapatrier en Europe. Donc c'est compliqué. Ou les monnaies, pareil, le dirham, le dinar, c'est des monnaies qui sont compliquées à reconvertir. Il y a beaucoup de taux de change. Donc c'est les pays, en fait, il faudrait les lancer en se disant bon, on les lance, mais on gagne pas d'argent pendant un certain temps et on sait pas quand. Donc voilà, aujourd'hui on n'est pas encore dans cette posture. Donc quand on lance un pays, quand même, on se dit voilà, dans un an on aimerait bien le monétiser parce que moi, quand je lance pendant un an, je paye un salaire, je paye de l'acquisition, je paye du prof, je paye du marketing, je paye les bureaux, je paye un ordinateur. Il y a le crédit aussi. Voilà. Il y a le crédit quand on fait une acquisition. Donc voilà. Donc je lance des pays qui sont faciles. En tout cas, j'ai une vision sur la monétisation. Donc c'est pour ça que l'Afrique. Et pour les pays asiatiques que j'ai pas lancés, ou par exemple Israël que je n'ai pas lancé non plus, c'est parce qu'on a des contraintes de design. C'est-à-dire que les pays asiatiques, la Chine, c'est pas du tout le même design que nous. L'Israël non plus. L'Israël, faut savoir que les sites sont totalement inversés. Les logos sont à droite, les écritures sont dans l'autre sens. Et c'est tout bête, mais nous, en fait, on n'a qu'une seule version du design aujourd'hui. On a un design qui est le design, on va dire, européano-américano-friendly, qui est le design Airbnb style. C'est-à-dire, tu vois, vous voyez la plateforme, voilà, on comprend bien, nous, ça nous plaît. C'est l'UX, lui, qu'on connaît. Et voilà. Il y a d'autres codes dans d'autres pays, en fait. Il y a d'autres codes dans d'autres pays, exactement. Et là, on ne sait pas encore le twister, ce truc-là. Donc, c'est ça qui nous freine pour l'ouverture des autres pays. C'est pas la partie technique, notre domaine, on l'a vite. Les autres langues, c'est pareil. Un jour, on a commencé à lancer le Japon. On a lancé les pays avec des alphabets différents. Mais ça, on sait le faire. La Corée du Sud, on l'a lancé avec un alphabet différent. Le Japon, la Turquie, ils ont un alphabet aussi différent. La Russie, on est présent en Russie, c'est un alphabet différent. Donc ça, on s'est opéré en même le SEO, dans des alphabets différents. Mais voilà, on n'a pas encore twisté le design. Pour le design, pourquoi tu prends pas un partenaire du pays en question Il faudrait. T'es plutôt, d'ailleurs, c'est une bonne question, mais t'es plutôt du genre à internaliser les compétences? Oui, toujours. Aucun prestat. J'intègre tout. Aucun prestat. Attention, outre les personnes en freelance. Oui. Voilà. Mais eux, c'est des partenaires, c'est des indépendants qui sont seuls. C'est pas des boîtes. En fait, ils vont nous aider sur certaines tâches, mais des tâches que l'on maîtrise. Ça va être des exécutants. Mais les compétences métiers, le SEO, l'achat de mots-clés, le marketing, tout ce qui fait notre force, on va dire, non, tout est internalisé et on maîtrise parfaitement la chaîne de valeur. On a pu s'en tirer des consultants. Ça, c'est un truc qu'on aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup que mes équipes se forment. Donc aujourd'hui, si on va aller voir Gaspard, qui est juste là, le patron du SEO, il te dira, aujourd'hui, on travaille avec Laurent Bourrelli du SEO, on travaille avec Paul Sanchez, on travaille avec les frères Perronnet. Enfin, on a tous les meilleurs consultants SEO qui nous aident, qui nous benchmark, qui nous disent, là, vous avez oublié ça, qui nous crawlent notre site, on fait des audits réguliers. Vraiment, on veut rester à la pointe. On se challenger quand même. Voilà, on se challenge, donc on veut pas rester endormi. Mais c'est nous qui le faisons. Opérationnel en interne. Pareil pour le SEA. Le SEA, Jocelyn, le patron du growth, plein de fois, il va faire appel à des agences et pour nous challenger sur certaines parties, sur TikTok, par exemple, un réseau social où on n'était pas très bon au début. Du coup, on a voulu apprendre avec une agence. Mais très vite, en fait, nous, on a la compétence métier, on a une grosse envie, on est vraiment en mode commando. Donc, en fait, on va très vite devenir meilleur que l'agence qui, elle, on est un client parmi tant d'autres. Donc, il y aura une espèce de routine. Donc voilà, nous, on veut surperformer ça. Donc non, la compétence est tout en interne. Tu penses que c'est indispensable d'arriver à une certaine taille, d'internaliser un maximum de compétences? Je l'ai fait depuis le début quasiment. Ouais. Depuis le début, c'est comme tout. Quand tu travailles pour un client, tu fais bien ton travail, probablement. Si t'es une bonne agence et compagnie, dans le meilleur des mondes. Mais au bout d'un moment, tu vas pas te mettre en danger. Tu vas pas, tu vois. Et moi, je crois que la croissance naît beaucoup de la prise de risque. Une agence, au bout d'un moment, elle va faire un truc, elle va le piloter, elle va gérer, elle va te faire du reporting et tout, tu vois, c'est sympa. Mais tu seras pas en mode on casse tout parce que on veut chercher de la croissance, quoi. Donc voilà. Et puis, mais attention, il y a des gens en agence qui sont fabuleux, il y a des prestats qui sont incroyables. Enfin, je veux pas faire une généralité, mais je te dis juste que
Moi, aujourd'hui, je crois à l'internalisation de nos compétences, enfin, et notre valeur vient du fait qu'on maîtrise justement, on n'est pas un assembleur de compétences avec différentes agences, mais on est vraiment un artisan qui fabrique du SEO, qui fabrique du marketing, qui fabrique de l'achat de mots-clés, du réseau social, pour notre corps de métier qui est le cours particulier. Ok. Tu vois, compétences métiers, compétences techniques, quoi. Ouais. Et à terme, tu penses pas que sur certains pays, tu auras quand même l'obligation d'externaliser du corps métier, par exemple avec, je sais pas, la Chine, qui en termes d'acquisition doit fonctionner totalement différemment. Alors, peut-être. En fait, moi, je m'appuie T'es pas toujours... fermé à ça en tout cas. Non, mais alors vraiment, j'espère que tu as compris, Victor, que je ne suis fermé à rien. Oui, j'ai cru comprendre. Non, mais c'est une... Déjà, je pense que c'est une preuve un peu d'intelligence, d'être ouvert, quoi. Globalement, si tu commences à être fermé sur les thématiques, bon... peut-être effectivement que je m'appuierais sur des prestats dans d'autres pays, parce que effectivement, il faut des compétences en interne, sur le territoire et compagnie. Mais encore une fois, ça a pu nous arriver même des fois. J'ai pu voir, mais je m'appuie toujours sur mon country manager. En fait, mon country manager, il connaît beaucoup mieux le pays que moi. Mon country manager, il a vécu dans le pays, il a fait 20 ans, il a fait 25 ans d'études dans le pays, il connaît mieux. Donc s'il me dit, ah bah tiens, pour faire ça, il faut utiliser de la compétence locale ou des gens locaux, eh ben, je le ferai. Il n'y a pas de sujet. C'est ce que tu disais tout à l'heure, je dis oui. Ouais, déjà, en plus, je dis oui tout le temps, donc ça, il n'y a pas de débat. Mais surtout, je vais le croire, il connaît mieux que moi. Donc, tu vois, mais c'est déjà arrivé. Il y a déjà eu notamment au Japon, par exemple, on a dû effectivement faire appel à des gens pour nous aider, avoir des contrats, parce que les contrats, faut que ce soit des boîtes qui soient reconnues au Japon, faut qu'il y ait des signatures. Donc, il y a déjà eu des petits arrangements comme ça avec des sociétés locales pour faire des deals, ça et tout, ou des partenariats. Mais globalement, voilà, dans la grande masse, encore une fois, j'internalise toutes les compétences ici et les compétences métiers sont chez Superprof. Ouais. Ok. D'où cette envie d'avoir des bureaux plus grands et de pouvoir doubler, parce qu'à chaque fois, si tu es obligé d'agrandir les équipes. Ouais. Bah oui, on recrute beaucoup. Hein. En ce moment, il y aura une trentaine de postes à peu près chez nous. Et effectivement, moi, je veux que les collaborateurs soient vraiment très bien dans les bureaux. Les bureaux, c'est leur seconde maison. D'ailleurs, on construit vous verrez tout à l'heure si on fait le petit live, mais les bureaux sont construits vraiment pour que les collaborateurs se sentent bien pendant les horaires de travail et en dehors des horaires de travail, puisqu'ils peuvent rester. Il y a une télé, il y a les matchs de foot qui sont diffusés le soir. En ce moment, ils jouent à la console, il y a des séances cinéma, il y a une salle de ping-pong, il y a un bar. Ils peuvent faire des événements ici entre eux, c'est vraiment chez eux. Et donc, il faut qu'ils soient bien. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déracinés, beaucoup de gens qui viennent de pays étrangers. Et donc, ils connaissent personne. Donc, voilà, quand un Péruvien, un Chilien, une jeune femme d'Argentine arrive, elle connaît personne. Donc, ils sont contents de se retrouver entre déracinés, entre guillemets. La chance que j'ai, c'est que c'est des gens forcément qui sont des voyageurs, qui sont super sociables, parce qu'ils sont super sympas. Ils ont l'habitude de prendre un sac à dos et de traverser l'autre bout de la planète pour se mettre dans un pays qu'ils connaissent pas, où ils doivent comprendre la règle pour trouver un appart. Les cautions, les machins, qui fait quoi. Enfin, ils sont super indépendants, ils sont super débrouillards. Tu les accompagnes là-dessus ? Bien sûr, ouais, bien sûr. On les accompagne à fond. On les accompagne pour l'obtention de leur visa, parce que vous n'imaginez pas les problèmes de visa. En fait, on pense que la France est un pays de terre d'accueil. C'est probablement vrai, mais quand tu es européen, quand tu es étranger, il en faut des petits papiers pour pouvoir travailler, des contrats de travail, les CDI, la domiciliation. Moi, j'ai plein de fois dépanné les gens aussi à la maison. Je les ai fait dormir à la maison. Je les ai domiciliés chez moi au début pour qu'ils puissent avoir une adresse. Mais c'est pour qu'ils puissent ouvrir un compte bancaire. C'est le truc, en fait, t'arrives dans un pays, déjà tu parles à peine la langue, tu connais pas les us et coutumes. Donc voilà, donc on les aide beaucoup. Et on a un prestataire qui bosse quasiment full-time avec nous sur les problèmes de visa. Ok. Voilà. Ok. Pour que les gens puissent travailler en toute quiétude ici, qu'on puisse leur faire un contrat de travail, qu'on ait le droit de les embaucher. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui n'a pas de visa, on n'a pas le droit de l'embaucher. Enfin, tu vois, alors que des fois, il y a des cas où la personne travaille depuis 1 an chez nous, son visa tombe, et le mois prochain, on ne peut plus l'embaucher, a priori, parce qu'elle n'a pas de visa. Donc, il faut anticiper son renouvellement, parce que en fait, elle avait fait une demande de visa, mais ça avait été oublié parce qu'il y avait un papier qui manquait. Donc, voilà.
Laisse tomber, c'est une compétence vraiment. Faire un visa, donc aujourd'hui on a quelqu'un qui nous aide sur le sujet, heureusement. Mais oui, bien sûr, on accompagne toutes nos équipes et puis et c'est pour ça aussi qu'on a une si belle ambiance dans la boîte et que c'est parce que c'est des gens de nationalités diverses qui sont super débrouillards. Je pense que j'aurais 200 Parisiens ici, ce serait vraiment pas la même ambiance. Là, c'est toutes les nationalités, donc c'est des gens très ouverts, très courageux et qui adorent la France. Donc ça, c'est beau aussi à voir, parce qu'il y a quand même plein de gens qui se plaignent de la France, de tout ça, et on se rend pas... En fait, quand tu viens du Chili, du Pérou, de l'Argentine, et que tu arrives en France, tu te dis, ah ouais, c'est cool. Tu vois, il y a quand même 2-3 trucs... et je parle pas des Ukrainiens ou des Russes qui viennent bosser ici, et effectivement. Mais tu vois, non, on a un super beau pays, donc c'est des gens qui adorent le pays, donc ils sont contents. Et voilà, et puis en plus, ils sont tous ensemble, donc c'est vraiment une belle auberge espagnole ici. Ok, incroyable. Ouais. Si on parle des chiffres, Superprof, en 2022, des chiffres clés. Alors en 2022, on a fait 21 millions de chiffre d'affaires. Voilà. Et en 2021, on a fait 21 millions de chiffre d'affaires. Et en 2022, on va faire un peu plus de 30 cette année. On va finir à 30 cette année. Ouais, on va faire un petit 50% de croissance. Et puis là, on va finir l'année à 22 millions de professeurs disponibles chez nous. Et on va finir l'année à 41 pays. Combien de pays cette année ouverts? Alors, on a dû en ouvrir 6 à peu près. 6 cette année, ouais, c'est notre rythme de croisière. 5-6. Et avec, en termes de trafic, l'Inde et le Brésil qui sont les 2 pays qui drainent le plus de trafic. Et les US qui font la plus grosse croissance de chiffre d'affaires chez Superprof. Un autre chiffre aussi intéressant, c'est la France représente 20% de notre chiffre d'affaires. On fait 80% à l'étranger. Voilà. Et dans le top pays, on a donc France, UK, US, Italie, Espagne, Allemagne, à peu près. Voilà. Et puis après, dans un mouchoir de poche, on va avoir Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Belgique, Suisse, qui doivent se partager à peu près la fin du top 10. Et puis, ah non, il y a le Brésil aussi. Le Brésil est bien plus haut. Et puis après, il y a les plus petits pays. Voilà, on a des... Et l'Inde, un pays aussi gros, ouais. Vous avez des difficultés. Je sais que il y a un gros sujet de bancarisation là-bas. Ouais. Et c'est ça qui vous freine, parce que c'est un marché immense, quoi. C'est un marché énorme. Il est très difficile à monétiser. Plein de systèmes de cartes bancaires. C'est très difficile de rapatrier les fonds. La roupie indienne, c'est difficile à convertir en euros. C'est un pays très protectionniste, mais le réal brésilien aussi. Un réal brésilien, c'est très dur de sortir du réal brésilien. Or, nous, en fait, on a besoin de rapatrier tous les sous en euros, parce que nos dépenses sont principalement en euros. Donc voilà, alors c'est des pays qui restent, les monnaies restent en fait en local. Tu peux gagner en Inde, mais tu dépenses en Inde. Et pareil pour le Brésil. Donc voilà, donc on a pas mal de commissions avec nos prestataires. Et puis après, l'heure de cours est beaucoup plus faible. Donc pour donner un ordre d'idée, en France aujourd'hui, on paye 29 € pour avoir accès à la plateforme pour 30 jours. En Inde, on paye l'équivalent de 4 € à peu près. Je ne sais plus combien on paye de roupies, mais c'est à peu près 4 €. C'est un des accès les plus faibles. Et on a des taux de transfo qui sont assez faibles parce que on n'a pas tous les moyens de paiement. C'est pas évident. Donc vous vous adaptez à chacun des pays, vos tarifs pour que ce soit... Ah, évidemment. Et ça, c'est piloté par notre country manager qui va nous aider à définir le plus juste tarif. Alors, on a des benchmarks. On regarde Netflix, on regarde Spotify. Combien ils facturent l'accès. Ça nous donne une idée. On regarde aussi l'heure de cours. Combien une heure de cours. Et on se fixe, tu vois, à peu près un tiers ou la moitié. Alors, encore une fois, je te dis ça rapidement parce que ça dépend de plein de trucs. Ça dépend de la maturité du pays aussi. C'est-à-dire qu'un pays, au début, on le lance, on va faire un prix très cassé. Ouais. Alors, tu vois, quand on démarre, on fait des prix, je sais pas, qui vont correspondre à un quart, un tiers du prix de l'heure de cours. Okay. Que le service n'est pas encore au rendez-vous, parce qu'on n'est pas sûr de nos professeurs. Voilà, parce qu'il y a encore pas mal de petites erreurs, parce que le support répond pas aussi vite que chez nous. Tu vois, on est encore... Donc, on fait payer beaucoup moins cher. Et puis, au fur et à mesure que le service s'améliore, la qualité, on augmente les prix pour arriver, tu vois, au prix de Netflix, au prix de Spotify, au prix d'une heure de cours à peu près. Ouais, ok. De toute façon, il faut se dire que si les gens sont prêts à mettre 10 €, 12 € dans Netflix, ils sont prêts à le mettre dans l'éducation. Normalement, normalement, c'est plus intelligent. Mais ça, c'est... Il y a l'amusement et puis, tu vois, le truc sérieux, quoi. Ouais, exactement, quoi. On a tous plus ou moins des passions, donc je pense qu'on va... Et de plus en plus, les gens investissent sur eux. Ah bah j'espère, c'est la meilleure chose que tu puisses faire en avis, quoi. Mais tu vois, voilà, on a des benchmarks comme ça qui nous permettent de pricer un peu le pays. C'est quoi les objectifs 2023 ? Parce que là, tu nous dis on va finir sur 30, 31. Alors, j'ai pas d'objectif financier.
en fait. De croissance. J'ai compris que c'était la croissance, le Ah, sujet. oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je te coupe, mais toutes les années, depuis la création de Superprof, vous avez été en croissance. Oui. Il n'y a pas eu une année où ça a été... Malheureusement, cette année, c'est la plus faible croissance qu'on enregistre. Parce qu'on enregistre 50% de croissance. En off, c'est aussi le mois dernier, vous avez fait votre meilleur mois. Oui. Oui. Ouais. Oui. Ah non, mais oui, on est encore en croissance. Hein. On a fait mois de novembre près de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et par rapport au mois de novembre de l'année dernière, on doit être à 55% de croissance à peu près. Ok. Tu vois. Donc non, on est en croissance, mais depuis la création, au début on fait 100%, mais c'est 100% de zéro, c'est pas de 2000, c'est facile. Donc on fait 2000, voilà. Ce qui est dur, c'est de cranter quand tu dois faire de la croissance et que les 50%, c'est d'un seul coup 15 millions, 20 millions, 30 millions, là c'est c'est plus dur. Mais oui, c'est ce que je regarde, c'est le premier chiffre que je regarde le matin, c'est la croissance du chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Et puis, en fonction de ça, on trouve plein d'astuces pour l'augmenter. Donc, le pricing, l'amélioration du produit. L'amélioration du produit, c'est vraiment mon sacerdoce. C'est-à-dire que ça fait 9 ans que j'améliore la qualité de nos prestations. J'améliore la qualité de nos profs, leur temps de réponse, le fait qu'ils répondent plus vite, mieux, que les photos soient encore plus belles, qu'il y ait des interviews, qu'il y ait des vidéos, que les profs donnent encore plus envie, que toute l'expérience de l'élève soit plus simple, plus fluide. Voilà, donc ça c'est ce qu'on fait pour faire de la croissance, absolument. Et donc les objectifs pour cette année, donc en termes de croissance, c'est au moins de faire 50%. Là j'ai déjà 50%, ça, je sais que c'est très prétentieux parce que quand je dis ça, les gens font déjà, quand on fait 30% de croissance, on est très content. Mais voilà, moi j'ai fait cette boîte vraiment pour apprendre plein de choses. Et la croissance, c'est la meilleure façon d'apprendre. C'est-à-dire que plus on grossit, plus on rêve, plus on a des ambitions, et plus on a des ambitions, plus on réalise ses rêves, et plus on recrute les meilleurs. Moi, je suis content aujourd'hui de pouvoir dire, voilà, je veux recruter les meilleurs dans mon équipe, je peux payer des salaires qui correspondent aux meilleurs, et j'ai pas de frein vraiment sur, non, on peut pas recruter parce qu'on n'a pas de sous, parce que machin. Donc là, aujourd'hui, vraiment, voilà, 50% de croissance l'année prochaine serait génial. Et puis l'ouverture de pays. Moi, j'aimerais bien cette année, effectivement, qu'on arrive à sortir le côté du design, qu'on est bloqué sur la Chine et l'Israël, et qu'on ait ces deux pays à la fin de l'année. Quand vous venez me voir, eh bien, je puisse vous dire, voilà, on est en Chine et en Israël, et c'est bien le bordel. On fait des rattrapages. On fait les catch-up à 1 an en plus. Donc dans 1 an, on en parle. Under pressure. Est-ce que tu as fait 45 millions? Est-ce que la Chine est ouverte? Est-ce que l'Israël est... On viendra te poser la question. J'ai tellement hâte de vous dire oui, quoi. Ah bah, j'espère. Peut-être même dans 6 mois. Et a priori, dans des nouveaux bureaux, du coup. Ah ouais, par contre, nouveau bureau. Ouais, ça y est. On emménage dans le 11e arrondissement. On a trouvé enfin nos prochains bureaux qui vont être encore plus beaux qu'ici. Donc, non, on est très content. On a mis 1 an et demi pour les trouver. Mais ça pour y est. venir filmer le vlog. On attaque. Je pense qu'on a fait le tour des Ouais, sujets. Carrément. Merci Wilfried, c'était hyper cool. Merci à vous. Moi, j'ai l'impression qu'on peut en parler encore pendant des heures. Franchement, c'est chouette. Non, vraiment, franchement, l'entrepreneuriat, c'est tout ce que je souhaite à tout le monde. C'est un rêve éveillé, c'est fabuleux. Et puis, si en plus on a la chance de pouvoir vivre de son modèle économique et de rester focus là-dessus et de s'entourer d'une équipe formidable, un espèce de gang de potes, un commando avec qui vous allez pouvoir tout déchirer, c'est tout ce que je souhaite à tout le monde. Voilà. Je suis assez d'accord. C'était très beau, je pourrais pas dire mieux. Bon, merci Wilfried, on en reparle dans 1 an du coup. Avec grand plaisir, salut.